ETVciens, ETVciennes, bonjour. Merci d'arrêter de regarder les autres chaînes de télévision locales. Vous êtes bien sur ETV si vous nous regardez, vous êtes sur EFM Radio si vous nous écoutez. Et donc je vous rappelle également que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Voici l'adresse qui s'affiche. Merci, efm-etv.com. Voilà pour le petit rappel. Alors, cette semaine, comme chaque semaine dans Face à la presse, nos confrères de la presse écrite ont répondu présent et sont ici dans nos studios à Jarry. André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, et Jean-Luc Goubin, journaliste à Nouvelle-Sonnelle et rédacteur en chef de Coco News. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci encore une fois pour cette saison de venir chaque semaine. Alors André, justement, vous attendez sans doute avec impatience le résultat de l'audit qui va être donné à la région Guadeloupe cette semaine. Enfin, j'attends avec impatience, j'attends avec impatience qu'on fasse savoir aux Guadeloupéens ce qu'il en est. Et vous Jean-Luc, vous attendez les résultats du match de foot? Non, pareil, dans la même logique que mon confrère. Dans l'attente effectivement des révélations sur ce fameux rapport, quoique certains d'entre nous l'ont déjà eu, ils l'ont déjà consulté et commenté amplement. Alors, tradition, les proverbes, c'est l'heure des proverbes et des citations de la semaine. Alors André-Jean, quelle est votre citation pour cette semaine? Alors c'est une citation d'un anonyme, c'est « Le bien faire vaut mieux que le bien dire, les bonnes paroles sont préférables, les bonnes actions sont préférables aux belles paroles ». Et c'est c'est d'un auteur anonyme. André-Jean Vidal. Ah non, pas du tout, non, sinon j'aurais pris autre chose. D'accord. Jean-Luc, quant à vous, votre citation ou proverbe pour cette semaine? Oui, alors c'est une citation de Jean Cocteau. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. Voilà, c'est une histoire de temps. D'ailleurs, le temps existe-t-il? Ouais, mon Dieu. Un bon sujet d'examen là pour le bac de philo de l'année prochaine. D'ailleurs, c'est bientôt les résultats. Monsieur Chronos. Oui. C'est vous, Monsieur Chronos? Non. Comme du temps. Non. Alors, quant à moi, j'ai préparé une petite citation sur les voyous. Voyou, moi, c'est celui qui dit qu'il est. Une citation de... Coluche, non? Non, de Toto. Ah, de Toto, d'accord. Simplement. Alors, depuis le début de l'année, nous avons reçu ici, dans l'émission Face à la presse, des avocats, des magistrats, des chefs d'entreprise, des politiques. Et pour rappel, la semaine dernière, nous avions reçu ici, dans nos studios, M. Victorin Lurel. En résumé, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il y a 52 millions dans les caisses de la région, que la région n'est pas surendettée, qu'il y a 37 millions d'épargne nette laissée pour de nouveaux investissements et que la région également aurait la possibilité aujourd'hui d'emprunter jusqu'à 23 millions d'euros chaque année. En bref, M. Victorin Lurel nous a dit ici dans nos studios que le président de région actuel emploie des méthodes de voyous. Oui, vous avez bien entendu, regardez l'extrait de vidéo pour vous rappeler. C'est plus que dangereux, ce sont des méthodes de voyous. Je pèse mes mots. Ce sont des méthodes de voyous. Pourquoi? On envoie un ordre du jour pour les 28 et 29 juin. Eh bien, pour en parler et pour essayer de mieux comprendre, nous recevons aujourd'hui Harry Chalus, le nouveau président de la région Guadeloupe. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Vidal, bonjour monsieur... Monsieur Chalus. Lebin. Goubin. Et bienvenue dans nos studios ici de FM Radio ETV à Jarry. Donc, on a une tradition, comme vous le savez, dans cette émission, puisque vous êtes déjà venu, c'est que nous demandons à l'invité de se présenter. Donc, vous avez aujourd'hui, je crois, une nouvelle fonction à rajouter sur votre CV. Bien oui, Harry Chalus, ancien maire de Bémaro pendant 15 ans, 2001-2015, 18 décembre. Député de la Nation, pas de Bémaro, de la Nation française, et actuellement, depuis le 18 décembre, président de la région Guadeloupe. Voilà. Eh bien, on va entamer tout de suite par une première question. Mardi prochain, vous allez présenter l'audit qui a été fait en début d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout d'abord, je voudrais saluer tous vos téléspectateurs, vous remercier de m'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse débattre un peu des sujets des 6 mois.
Ma citation, c'est « Attention à ce que le temps de notre temps ne manque pas de temps ». Comme vous avez parlé de temps, ça c'est Harry Chalus, hein, monsieur Javidal. Le temps de notre temps risque de manquer du temps. Et mardi prochain, c'est demain. Vous avez dit cette semaine, c'est demain. Hein. Demain, je crois que nous sommes le 28. Comme tout élu qui arrive dans une collectivité, hein, commune, communauté d'agglo, région, département et communauté urbaine et actuellement métropole, l'élu a besoin de savoir d'où il part et quelle manœuvre qu'il aura pour pouvoir fonctionner avec son équipe. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons lancé l'audit, un audit sur la région, sur les finances de la région. Il y aura aussi, pourquoi pas par la suite, un audit organisationnel en fonction du personnel qui existe à la région pour savoir s'il en manque ou s'il y en a trop. Je sais que ça a dérangé certaines personnes parce qu'il y a un résultat de l'audit, mais ça se fait partout. Nous avons pris un cabinet que je ne connais pas. Je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré un membre de ce cabinet, je le verrai demain. J'ai des techniciens qui travaillent pour cela, des élus qui sont en charge de cet audit. Et que ce cabinet, c'est l'un des plus grands au niveau de l'Hexagone, qui a fait l'audit de la plupart des régions de France, des grandes villes de France, et même d'autres organismes vraiment très importants. Donc, si aujourd'hui, certains peuvent contester ces résultats qui sortent, ça c'est leur problème. Hein. Je me rappelle, il y a 7 mois, je dirais 7-8 mois, il y a eu des sondages, nous avons entendu les mêmes choses ici même, que ces sondages étaient faux concernant les élections, qu'on devait porter plainte contre Calistat. Donc vous savez, hein, chaque personne fonctionne comme elle veut, ça c'est leur problème. Nous sommes là pour savoir, et comme il y a un audit, nous devons informer la population de ce que nous avons trouvé, c'est ce que nous allons faire demain. Alors, j'ai entendu... En gros, qu'est-ce qu'il dit, ça, les résultats de cet audit? L'audit va plus loin que nous. Nous avions, lors du vote du budget, sorti certaines choses concernant l'endettement de la région, concernant les finances, concernant, moi je dirais, personnellement, les magouilles financières. Pas magouilles dans le sens de détournement, je le dis bien. Magouilles budgétaires. Parce qu'on m'a traité de voyou. Méthode de voyou... Sachez, hein, quand vous menacez des chefs d'entreprise, quand vous menacez des présidents de ligues de comités, quand vous menacez certains élus, je me demande quelles sont ces méthodes. Quand vous refusez de parler à quelqu'un qui ne fonctionne pas selon votre politique, quand vous refusez délibérément de subventionner des télés parce que ces télés ne font pas ce que vous voulez, je me demande quelles sont ces méthodes. Et je n'ai rien dit. Quand on parle que j'ai été élu sur la base de mensonges. Vous savez, il y a des paroles qui sortent de la bouche de certaines personnes parce que ces personnes se trouvent dans des groupes qui fonctionnent comme cela. On a tous entendu dire que son groupe a été élu au niveau national sur la base de mensonges. Et c'est pas moi qui le dis. 86% des Français qui le disent. Donc pas Harry Chalus. Et quand j'entends cette même personne dire ici que c'est la première fois que la région a une forte opposition, et je le dis, il faudrait qu'on puisse lui dire parce que les lois ont changé. La loi NOTRe est entrée en vigueur pour cette élection, pour la refonte des autres régions et départements. Et s'il n'y avait pas cette loi NOTRe, ils n'auraient pas eu plus de 5-6 élus. Avant, quand vous gagnez une élection, vous avez au départ 50%. Et ensuite, c'est le jeu de... On rappelle, ils sont combien? Ils sont 13. Et... Pardon? Marie Durimel est un peu à part. Non, enfin, ils sont 13. Ils ont été élus avec 13, peut-être à part. Voilà, oui. Il travaille avec tout le monde, lui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ancienne loi, au départ, vous avez 50% des élus. On aurait eu au départ 20. Et les 20 en 21. Et les autres, c'est une question de calcul, du plus fort au reste. Ils auraient eu, après le calcul que nous avons fait, entre 6 et 7 sièges. Donc, c'est parce que la loi a changé. Avec cette élection, c'est un quart qu'on donnait à l'équipe qui gagne. C'est tout. C'est pas une histoire qu'ils ont eu beaucoup d'élus. C'est faux. Jamais quelqu'un a gagné une élection avec un écart. La loi a changé. La loi a changé. Et jamais un élu a gagné avec un écart aussi large que nous, plus de 28 000 voix à peu près. Bon. Nous rendons compte, nous ne sommes pas là pour attaquer, pour dire demain nous allons mettre en place l'impôt, qui que ce soit. On a entendu des choses en 2004. On a entendu tellement de choses, on a des attaques, des insultes. Nous sommes arrivés, nous avons fait un constat.
j'ai même dit à un moment, je le répète, qu'il y a des meubles que nous ne trouvons plus à la région. J'ai cité personne. J'ai entendu dire qu'on risque de porter plainte contre moi. J'ai parlé de personnes qui ont reçu des subventions que nous avons. Et j'ai dit elles, je vois que ça dérange. Mais ça ne me dérange pas. La justice n'existe pas pour une seule personne. Et je sais ce que je dis. Je pèse mes mots et je les confirme. Mais je dirais quand même, je comprends le président sortant. Et je le dis publiquement, on se voit, on se rencontre, on se salue, on se parle. Mais là, nous sommes en politique, chaque personne défend sa gestion. Moi, je suis là pour mettre en place aujourd'hui une collectivité, faire fonctionner la collectivité. Et lui, il est là pour défendre son passé, ses 11 années. Nous arrivons avec un programme que nous devons mettre en place. On se rend compte que ce programme sera difficilement mis en place parce que la situation de la région s'est dégradée. Dégradée comment? Parce que l'ancien président n'a jamais pensé à aucun moment, il n'est pas le seul, qu'Henri Chalus aurait gagné cette élection. Donc, il y a eu des dépenses électorales en 2015, et nous le disons bien. Nous parlons de 2015. Quand vous dites dépenses électorales, on reviendra dans un instant. Et nous disons 2015. On n'a pas attaqué quelqu'un sur ces 11 années que ça a été mal géré. Nous disons qu'en 2015, la région a été dégradée parce qu'il y a eu des dépenses électorales. Il a fallu faire tellement de choses pour pouvoir toucher la population que des dépenses, des emprunts ont été réalisés pour rembourser des emprunts, des autorisations de programmes ont été mises en place, sans recettes, notamment le pont de la Boucan, où on a parlé ici même, je me rappelle, des démarrages des travaux en juin 2016. Et nous ne connaissons même pas les propriétaires des terrains. Pour 80 millions, 90 millions, il n'y a pas 1 euro de crédit de paiement. Car il faut bien expliquer à la population. Quand vous ouvrez une autorisation de programme, il y a investissement et autorisation d'engagement, il y a fonctionnement. Et quand vous allez faire les travaux, vous avez un nombre d'années, il faut mettre chaque année de l'argent. Ça fait 80 millions. Vous dites cette année, vous mettez, je prends un exemple simple, 10 millions, mais chaque année, parce que les travaux ont commencé. Il n'y a pas 1 euro, 1 seul euro. Nous avons un élu bien placé pour le confirmer, qui a été maire de Saint-Ours, c'est M. Claude Béraud-Bazager, qui habite à la Boucan. J'ai rencontré des associations de défense des intérêts de terrain. Rien n'a été fait. Combien était prévu normalement sur ce... 90 millions, 90 millions, je crois. Et à ce stade... Il n'y a pas 1 euro en crédit de paiement. Donc vous ne pouvez pas démarrer les travaux. Voilà. Et vous m'avez dit il y a quelque temps, en plus, qu'il y avait un autre problème, c'est qu'on ne connaissait pas les propriétaires. On ne connaît pas. Voilà, quand vous lancez le giratoire de Vonche-Lamentin, j'étais maire, nous avons une réunion avec les propriétaires de terre, nous avons discuté, négocié, nous avons acheté les terrains, nous avons lancé les études, il y a eu un giratoire. C'est ce que vous appelez promesse électorale? Mais oui, c'est une promesse. On a entendu que les travaux de la déviation, toute la Guadeloupe a entendu, de la Boucan, les travaux vont démarrer en juin 2016. Pardon? La deuxième chose, le lycée de Bainbridge, 170 millions. Il n'y a pas de recette de la région. On a collecté 40 ou 44 millions de l'État et de l'Europe. Ce qui veut dire que nous avons démarré la première tranche que nous allons essayer de tenir pour à peu près la moitié, 80 millions. Mais ensuite, si nous n'avons pas de recette, comment nous allons faire? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui était prévu pour Bainbridge à nos téléspectateurs? Selon les informations que j'ai eues au départ, il y avait un terrain qui avait été mis à disposition, je crois, au Gosier. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de négociation, si suite à quelques querelles, les choses sont retombées à l'eau. Aujourd'hui, il faut reconstruire. Moi, je pense que ça aurait été plus simple de trouver une commune pour essayer de désenclaver vraiment ce site de Bainbridge. Parce que la démolition seulement coûte autour de 30-40 millions. Il faut démolir, il faut désarmer entier, dépolluer. Trouver un terrain pour construire une partie de Bainbridge. Construire un lycée coûte, sur un terrain neutre, autour de 50 millions. Nous allons construire les 2 lycées pour 170 millions. Qui veut dire qu'on aurait pu construire 3 lycées, acquérir des terrains, construire 3 lycées. Ce qui avait un peu commencé, c'est un dossier que vous connaissez bien, puisqu'il y avait Trioncel qui remplaçait le lycée professionnel. Très bien. Trouver un terrain, construire un lycée aux normes avec tous les équipements sportifs, démolir une partie,
à Bainbridge, reconstruire le lycée et ensuite démolir pour mettre des équipements et revoir un peu toute cette circulation autour de Bainbridge du jardin lycée. Mais comme il fallait faire au plus vite, il fallait faire au plus pressé, donc là nous sommes en train de travailler avec le recteur, avec tout un chacun pour pouvoir continuer. Là nous avons des dépenses incroyables en matière de transport pour les jeunes, pour aller faire du sport sur d'autres terrains, il faut payer, il faut louer les terrains. Bon, ça se fera, c'est pas un problème. Vous avez d'autres dossiers qui ont été lancés, notamment le CDDT, le contrat de développement territorial, que je n'ai pas signé, parce que je me suis renseigné en temps et en heure. Et ça aussi, c'est triste. Quand vous savez que sur les 32 communes, 32 communes, 22 communes sont en difficulté financière. 22 communes qui n'ont pas une capacité d'autofinancement d'apporter les 25%. Vous faites un prêt pour acheter une maison. On vous demande 20%. Si vous n'avez pas les 20%, vous n'avez pas de prêt. Et c'est exactement la même chose. On le sait. Le pire derrière là-dessus, c'est qu'il y a une clause dans ces contrats qui dit que si la commune ne peut pas, après un certain temps, je ne me rappelle pas du délai, justifier sa part, elle perd la subvention qui va lui être allouée. Il n'y a pas 1 euro. Comment vous pouvez dire à une commune que vous allez lui donner une subvention? Il n'y a pas eu d'argent mis en face. La deuxième chose, avec l'agglomération, avec la nouvelle loi, les communes transfèrent des compétences à l'agglomération. C'était 3 à un moment pour les communautés de communes, communautés d'agglo qui est passé à 5, et de 5 c'est passé à 9 pour l'agglo, je crois. Je prends un exemple simple. Une route transférée, une route à caractère intercommunal, est sur la responsabilité de l'agglo. Comment une commune peut faire des travaux dessus? C'est comme si vous me dites que la ville de Baie-Mahault demain se met à faire des trottoirs à la Jaille, qui est une route nationale. Donc la commune a transféré sa route à l'agglomération. S'il y a des travaux à faire, que la région puisse signer ce contrat de développement avec l'agglomération. C'est plus simple pour l'agglo de mettre les 20%. Et ça se fait dans toutes les régions de France. Si M. Rousset, j'ai oublié le prénom, qui a été président, Laurent Rousset, le footballeur, m'a pas donné son prénom, qui a été président de l'Association des régions de France pendant des années. Aujourd'hui, président de la région était Mme Ségolène Royal, a attaqué publiquement Mme Ségolène Royal sur sa gestion. C'est pas pour rien. C'est parce que toutes les régions étaient gérées de la même manière. Surtout cette dégradation de 2015. Prenez les journaux sur Le Monde, Le Parisien, on dit la même chose partout. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Quand vous inaugurez à grande pompe l'école de la deuxième chance au Moule, mais soyez sérieux, quand on inaugure quelque chose, c'est parce qu'on va l'ouvrir tout de suite. Et la loi le dit. Vous inaugurez, surtout en période électorale, c'est parce que vous mettez en service tout de suite. C'est la loi. Moi, je n'ai pas été, j'aurais pu faire comme certaines personnes, écrire. Il nous en a parlé la semaine dernière, il a tout simplement dit qu'il a profité de la visite d'un ministre pour faire l'ouverture et qu'ils allaient faire les finitions par la suite. Nous avons créé une pépinière d'entreprise depuis 3 ans où on a demandé à plusieurs ministres de venir l'inaugurer. On les a empêchés de venir à Baie-Mahault, eh bien, nous n'avons pas encore inauguré. On attendra le moment venu pour l'inaugurer. Et on aurait pu attendre le moment venu pour l'inaugurer. Je pense qu'il fait partie du gouvernement, il a été ministre, il aurait pu attendre la finition. Il y a 900 000 euros de travaux à faire encore dans cette école de la deuxième chance. Mais c'était pour faire une publicité électorale. Le Memorial Act, je le redis ici, et je n'ai jamais à un seul moment dit que je suis contre le Memorial Act. Je me suis posé la question, pourquoi on s'est empressé comme cela à l'inaugurer? Pourquoi on s'est empressé à faire vite le 10 mai? Eh bien aujourd'hui, c'est nous qui avons cette responsabilité. Je pense que certains le voient sur les réseaux sociaux. Comment maintenant il y a des décollements de parois au niveau de la mer, surtout qu'il y a eu le dragage pour l'entrée à Jarry. Mais des décollements de parois de 10 cm tout autour. Des fissures.
Vous savez, quand vous collez un béton, moi je ne suis pas spécialiste, mais quand même j'ai des oncles, j'ai des amis qui sont, quand vous collez des bétons à certains endroits, il y a un temps d'adaptation de séchage. Nous avons eu de gros problèmes concernant la climatisation. Il n'y a pas de contrat de maintenance. On a failli perdre la moitié des œuvres au niveau du Memorial Act. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées, notamment le problème de terrain. Le parking devant le Memorial Act ne nous appartient pas. Rien n'a été réglé avec la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, il fallait faire vite. Les élections arrivaient. Vous avez vu le nombre de panneaux qu'il y avait tout autour de la Guadeloupe concernant des travaux? Soyez sérieux. Je le dis, moi j'ai géré une commune pendant 15 ans, j'ai fait pour ma population. Et la population, c'est tous ceux qui ont voté pour moi, Bémao, et contre moi. L'intérêt général doit primer. Quand vous me dites que vous faites 2,3 millions de travaux d'enrochement à Goyave, on se pose toujours la question avec les techniciens, pourquoi? J'ai posé la question à un technicien qui m'a dit, texto, on m'a imposé de lancer ces travaux. D'accord. André-Jean Vidal, une question de France Antilles. C'est tout ce dont vous venez de nous parler. Vous aviez le sentiment que ça existait ou vous avez découvert au fur et à mesure? J'ai été étonné de voir autant de panneaux tout autour de la Guadeloupe. À un certain moment, c'est la politique. Non, mais pour vous dire que oui, d'accord. Ça seulement, les panneaux. Je me suis dit, bon, les élections arrivent, on essaie un maximum de... Oui, bon, mais sur les autres choses, oui. On ne s'attendait pas à cela. On ne s'attendait pas à cela. Et c'est au fil des découvertes des dossiers, des discussions avec vos techniciens, etc., que vous avez découvert qu'il y avait, ce que vous avez dit, c'était des magouilles budgétaires. Pour moi, c'est une forme de magouille budgétaire. Des dépenses électorales et du favoritisme. Qu'on dit chez nous que vous gardez des factures dans les tiroirs. Voilà, c'est une forme de magouille budgétaire. Bon, c'est oui, langage. Bien sûr, bien sûr. Mais comme je le dis, il faut le dire à un certain moment, on m'a traité de voyou. J'ai découvert ça quand je suis arrivé, j'ai fait le point avec les techniciens. Oui, c'est ça. Et le directeur financier a tiré la sonnette d'alarme. Parce que nous avions des projets à lancer tout de suite, notamment le marché d'intérêt régional. Pour moi, j'en ai parlé depuis 2001. 2001, je crois que c'est Mme Chevry qui était présidente. En 2001, j'avais même proposé de le faire où se trouve l'ancienne station fermée dans le lycée agricole en face de la station radio, télé qui est là. Et pour moi, c'est important. Aujourd'hui, la région a transféré la chambre d'agriculture du côté de Convenance. Il faut aussi construire les locaux pour les institutions telles qu'Iguavi, la Copabana, je ne sais pas quoi. Rien n'est construit. Ces personnes sont dans les locaux de la ville vétustes. S'il y a un accident demain, le maire est responsable. Donc, alors, quand on a lancé ces projets, là, le directeur financier a tiré la sonnette d'alarme en nous disant il n'y a pas d'argent. En lui disant il y a eu des dépenses électorales. Il y a eu. Il n'a pas dit ça comme ça. Non. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Enfin, c'est vous qui l'avez dit maintenant. Non, hein. Il a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a des dépenses qui se sont engagées. Il y a eu beaucoup de dépenses en 2015. Beaucoup d'engagements. Vous en avez déduit, justement, de toute façon, que c'était des dépenses de circonstances. Voilà. C'est logique. Et vous avez parlé de favoritisme aussi. Favoritisme, le mot favoritisme n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai dit à certaines personnes qui ont reçu plus de subventions que d'autres. C'est du favoritisme. Ah ben c'est le mot favoritisme, c'est vous qui l'employez. Ah oui, mais j'emploie les mots. Si jamais c'est ça, c'est du favoritisme. Non, moi je n'ai pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Du vol? Je ne sais pas. Du vol, des préférences. Du vol en famille, des préférences, qu'est-ce que ça s'appelle comment? Des préférences. Bon. Non, alors pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que le directeur financier, le directeur général adjoint qui gère ce service financier, M. Lobo, ont été clairs en nous disant effectivement qu'il y a des engagements en cours, des autorisations de programme qui ne sont pas financées, que nous aurons une marge limitée. Voilà, d'accord. Et de là, j'ai eu une réunion avec tous les techniciens, avec le DGS, les DGA, en matière de route. Mais actuellement, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous avons pour près de 600 millions d'engagés sur la mandature, en général en autorisation de programme. Et le plus souvent, que ça diminue notre marge de manœuvre. Dont la Boucan. Ah oui, la Boucan. Dont la Boucan, nous serons d'accord, qui est une priorité. C'est une priorité. C'est une priorité. Non, c'est pas vous avez financé ça comment? Ce n'est pas une priorité. La Boucan, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais vous avez financé. Nous sommes en train de. Vous allez financer ça comment? Parce qu'il faut bien nous sommes en train avancer. Nous sommes en train de travailler dessus. Oui.
Il y a des fonds qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas mobilisés. Je me suis rendu à Bruxelles il y a à peu près 2 mois où j'ai rencontré le président Jean-Claude Juncker. Et nous allons, sur les travaux que nous aurons à faire, vraiment aller chercher les fonds d'investissement stratégique qui ne sont pas mobilisés. Vous escomptez combien? Le maximum, c'est pas un peu. Vous n'avez pas encore l'enveloppe. Mais il y a une chose qui est sûre, le président nous a dit effectivement que ce soit pour l'eau, les réseaux d'eau potable, on peut en avoir, aussi, le pont de la Boucan, le marché d'intérêt régional et les autres projets d'aménagement que nous avons. Nous irons chercher ce fonds d'investissement stratégique qui n'a pas été mobilisé. Nous irons aussi plus loin en matière de fonds européens. Il y a des subventions qui sont données par la région sur des projets à des associations, à des entreprises, mais il y a le fonds, le FSE qui n'est pas consommé. Il faudrait qu'on aille plus loin sur le FSE. Je prends l'exemple du projet Grand Large qui a été lancé, qui est piloté, je crois, par monsieur le barreur là, Jean-Noël. Eh bien, c'est des subventions de la SEMPAT, des subventions de la région, et comme s'il y a une formation, il y a des subventions pour cela au niveau du Fonds social européen, ce qui nous permettra de garder l'apport que nous donnons à cette association. Et aujourd'hui, que la région prend en charge le CREPS, il faudrait que cette formation entre aussi dans les prérogatives du CREPS. Et justement, si on se souvient, en 2004-2005, il y avait un impôt, ils avaient appelé ça à l'époque l'impôt chevrerie, pour avoir justement des fonds. Pensez-vous mettre en place un impôt Lurel? Je vous répondrai que c'est une méchanceté de faire cela. Si je fais ça, ce serait d'être méchant. Je le dis, M. Lurel a été président de région, il a fait ses mandatures. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous avons découvert une situation. Nous devons le dire parce que nous avons un programme pour que la population ne puisse pas dire que nous avions dit nous ne ferons pas. Nous allons faire, je le dis, nous ferons. Nous nous démerderons pour trouver de l'argent, nous le ferons. Vous allez mobiliser des fonds européens. Voilà, oui, il faut le répéter. Oui. Nous ferons. Ça prendra peut-être plus de temps, mais nous ferons. Mettre un impôt, non. On aurait pu dire qu'on le fait aussi, hein. Ça a été fait. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et cet impôt, je pense, selon les études que nous avions réalisées, a été fait sur l'octroi de mer. Nous avons travaillé sur l'octroi de mer avec tous les partenaires concernés, chefs d'entreprise, tous ceux qui sont concernés. Mercredi, nous avons plénière pour présenter ces études de l'octroi de mer qui va répondre à l'attente de la Commission européenne. Car si nous disposons de ce dispositif, c'est pour pouvoir créer des emplois, mais en même temps protéger tout ce qui est fabriqué sur notre territoire. Et là, je peux le dire qu'il y a un très gros travail de fait. Il y a un technicien qui avait été, comment dire cela, je ne dis pas limogé, sanctionné par l'ancien exécutif, que j'ai rappelé, qui est directeur, qui fait du bon travail. Je lui ai mis du monde. Alors, quand on m'appelle de méthode de voyou, quand je vois les techniciens que nous avons dans un lieu qu'on appelle Guantanamo, à Basse-Terre, pour la Commission économique et culturelle et le CSR, pardon. Guantanamo. On dit Guantanamo. C'est quoi ça? Ah ben Guantanamo, c'était comme ce qui existait avec les Américains et Cuba. Et c'est où ce truc-là? Eh ben ça se trouve à Basse-Terre, là où je n'ai pas. C'est où se trouve le Conseil économique, social et culturel, les deux. Eh bien, ce sont des personnes qui n'adhéraient pas à la politique de l'ancien exécutif, qui ont travaillé avec l'ancienne présidente de la région, qui a été sanctionnée et qui ont été mises au placard. Mais le pire, chers amis, le pire, ce sont des cerveaux de la Guadeloupe. Je n'ai pas peur de le dire, ce sont des gens que je ne connais pas. Madame Riba, qui est docteur en je ne sais pas quoi, en fonds européens, elle a au moins 2 doctorats. Je connais bien, oui. Madame, elle était directrice des assemblées. Elle va retourner, je l'ai remis à sa place. Madame Issora, qui est une directrice territoriale, qui maîtrise aussi les fonds européens, et bien d'autres qui ont été mis là. Quand vous voyez qu'un Guadeloupéen comme M. Nobin Fred, qui est aussi cadre de haut niveau, qui a été, je crois, directeur général adjoint à la région, peut-être, je pense même DGS, mais qui a été sanctionné à cause de cela, qui a fait un AVC, et qui, le bonhomme a un niveau très élevé,
a été nommé directeur des antennes et on l'a mis à la Orisé, il est debout au Orisé. Voilà. C'est tout, directeur parce qu'il a un niveau. Je me demande quelle est cette méthode-là des Guadeloupéens sanctionnés parce qu'ils n'adhèrent pas. Mais moi, comme je le dis, je n'ai personne à sanctionner. Donc il y avait, vous dites, un certain ostracisme. Mais c'est ce qui s'est passé à un certain moment à la région. Aujourd'hui, j'arrive, il y a des gens en place. J'ai eu une réunion, comme je le disais, notre premier travail, c'est de mettre en place une bonne administration. J'ai confirmé certaines personnes à leur poste. Je leur ai donné notre feuille de route où nous voulons aller avec la région pour les Guadeloupéens. Avec tous les directeurs à qui j'ai donné la parole, je le dis, ça s'est très très bien passé et ils sont satisfaits. Quand je vois des personnes qui travaillent à la région depuis des années, depuis Proto, qui ne connaissaient pas le 3e étage, c'est triste. Et bien aujourd'hui, quel que soit l'emploi de la région, ils viennent au cabinet, passent au cabinet, n'ont pas sonné. La maison régionale appartient à tous les Guadeloupéens. Et c'est ce que nous voulions quand nous parlions de horizon stratégique. Tout ce travail, les techniciens, les fonds européens, travailler pour les Guadeloupéens, être à la disposition de tous les Guadeloupéens. Alors, Monsieur Chalus, nous aussi, nous sommes à la recherche de fonds, donc c'est l'heure de la... Pour la publicité. Bien, merci.